Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons de Verte Irlande, Madame Aude Fournier. Madame Fournier est membre du conseil d'administration. Verte Irlande, un organisme que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui est très impliqué dans le milieu. Alors, sans plus tarder, Madame Fournier, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Aude Fournier, j'habite à Irlande. En fait, Verte Irlande est à Irlande. J'habite à Irlande depuis 8 ans. Et puis, ça fait 6 ans que je suis dans Verte Irlande. Ça a été une belle découverte en arrivant dans la municipalité d'Irlande. J'avais toujours été impliquée dans différentes organisations quand j'étais à Montréal ou aussi dans la région, parce que je viens de Vianney. Petit village tout près d'Irlande. Pas loin d'Irlande, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Donc voilà. Sinon, que dire d'autre? Je suis enseignante au cégep à Victoriaville. Ah, d'accord. Alors, Madame Fournier, la fondation de Verte Irlande remonte à 2004. Oui. Si j'ai bien compris, vous n'étiez pas à Irlande, citoyenne d'Irlande à ce moment-là. Mais pouvez-vous nous faire un peu l'historique du début? Oui. En fait, j'étais pas citoyenne encore, mais j'étais née. Oui. Donc, Verte Irlande remonte effectivement à 2004, mais il faut remonter un petit peu plus loin pour bien comprendre les débuts de Verte Irlande, de l'organisme. Verte Irlande est née suite à une mobilisation citoyenne d'envergure qui a eu lieu... Qui s'appelait SOS. O étant eau, comme l'eau. Oui, exactement. Donc, SOS, qui était un mouvement citoyen d'opposition à un projet de la ville de Thetford qui voulait venir puiser de l'eau dans les nappes phréatiques d'Irlande. Ouais, en fait, c'était à ce moment-là la ville de Black Lake. Oui. Qui avait des compagnies, 2 compagnies qui étaient intéressées à faire de l'embouteillage d'eau. Oui. Il y aurait de la nappe phréatique d'Irlande, il y aurait pompé environ 120 millions de litres par mois ou je ne sais pas, mais je sais que c'était des quantités extraordinaires. Exactement. Alors, le mouvement a pris naissance là. Oui. Et puis, ça a mobilisé beaucoup de gens à Irlande autour de l'environnement, la protection de l'environnement, protection de la nature. Puis, il y a toute une prise de conscience qui s'est faite dans la municipalité sur l'importance de protéger différents lieux d'intérêt pour la municipalité par rapport à l'environnement. Donc, à la suite de ce mouvement-là, les citoyens ont décidé de se mettre ensemble et de transformer leur mouvement d'opposition en un mouvement de développement pour la région et de protection de l'environnement. Donc, c'est pour ça que l'organisme s'appelle Verte Irlande, pour cet aspect vert qui teintait les débuts de l'organisme. Ouais. Il y avait eu aussi une deuxième lutte contre la ville de Thetford, cette fois-là, qui voulait pomper l'eau pour alimenter le réseau d'eau potable des citoyens. Mais là, vous n'étiez pas là encore. Non, j'étais pas là encore. Donc Dans la suite, il y a eu des développements quand même assez majeurs. On parle de l'étang Stater, qui est un résultat du pacte rural de l'époque. Alors, est-ce que vous avez un peu d'histoire pour l'étang Stater? Oui, ça a été le premier projet réalisé par Verte Irlande. L'étang Stater, pour ceux qui connaissent moins la région, c'est un étang qui résulte de la vidange du lac Noir à Black Lake. Qui s'appelle le lac aux souches. Oui, qui s'appelait le lac aux souches parce que lorsqu'on a déversé les boues et les eaux du lac Noir, on a créé cet étang-là. En fait, on a agrandi cet étang-là pour accueillir tout ce volume d'eau et les boues qui étaient pompées. Les boues. Donc, on a inondé un milieu naturel. C'est pour ça qu'on l'appelait le lac aux souches, parce qu'il y avait un paquet de souches et d'arbres morts qui étaient là jusqu'à temps qu'un propriétaire décide de les couper. Ouais. Donc, on ne les voit plus, ces arbres-là, aujourd'hui. Donc, c'est l'étang Stater qui est entre Saint-Ferdinand et Black Lake. Un peu en amont du lac à la Truite. Exactement, oui. Bien que cet étang-là résulte un peu d'un désastre écologique là, à l'époque, aujourd'hui, il représente
il y a une biodiversité très, très importante autour de l'étang. C'est un lieu exceptionnel pour l'observation des oiseaux et l'observation des tortues. Notamment également. les pigards. Les pigargues à tête blanche qui viennent nicher dans le secteur. Encore aujourd'hui, on les voit. C'est immanquable. Si on va faire du canot dans ce secteur-là, on voit des pigargues à tête blanche, c'est ça. Est-ce que c'est Vert Irlande qui a installé les nichoirs pour les pigards? C'est un projet, en fait, c'est pas pour les pigargues, c'est pour le balbuzard pêcheur. Ah bon? J'avais toujours pensé, parce qu'il y a non. des pigards qui s'installent dedans. Oui, en fait, il y a un pigargue qui a déjà niché dedans une fois, je pense, une année. Ah, pas plus? Non, sinon, c'est vraiment le balbuzard pêcheur qui s'installe là. C'est drôle parce que j'ai rencontré la semaine dernière Serge Poulain, qui est du club d'ornithologie de la région ici, et qui s'est impliqué beaucoup dans l'installation de du nichoir pour le balbuzard pêcheur. Il était là à l'installation. C'est un des projets qu'il a soutenu avec les gens d'Irlande. Ah, OK. Oui, c'est ça. Mais si je ne me trompe pas, c'est un projet qui était plus du club d'ornithologie. Ben, c'est ça. Vert Irlande, c'était surtout pour les tortues. Exactement. Oui, les tortues puis le site d'observation. Ah, c'était les deux? Oui. Oui. Oui, donc il y a une tour d'observation des oiseaux et de l'étang Stater. Puis il y a un stationnement pour les gens ont accès à ce site-là durant tout l'été. Oui, oui. Et puis il y a un site de pompe à la tortue. Oui, dans les gravières. Dans les gravières, qui vient d'être restauré justement. Donc les buttes viennent d'être refaites. Et on disait qu'on avait même vu des petites tortues là, dans ces buttes-là encore récemment. Donc, on peut les observer en juin, à mi-juin surtout. On peut voir les petits bébés tortues qui sortent des buttes de gravier le matin très tôt, là, vers la mi-juin. Ah, c'est intéressant. Oui. Mais il y a une protection où les gens sont respectueux? Il y a une barrière. On espère que les gens sont respectueux, mais alors, il n'y a pas de broche électrique. Ça, c'est un des objectifs. En fait, Vert Irlande a 4 objectifs. Oui. Il y a protéger le site Holy Trinity. Il y a les activités culturelles qui en découlent aussi via le site Holy Trinity. Il y a protéger le territoire, c'est ce que vous avez fait avec l'étang Stater. Et puis, promouvoir le développement régional et touristique. De ces 4 points-là, est-ce que vous pouvez me parler d'un en particulier ou de tous les points? Sur l'environnement, protéger l'environnement, l'étang Stater était central. On a protégé aussi la rivière au Pin, avec Canard Illimité qui a acheté une parcelle de terrain. Vert Irlande, as-tu été... Vert Irlande est impliqué avec la municipalité. Pour l'achat ou c'est la municipalité? En fait, l'achat, c'est Canard Illimité qui est... au complet, le 60 et... Les 62 hectares, je 62, pense. oui. Avec 20 hectares de marais. Oui, c'est ça. Ça comprend l'étang Stater, ça? Non, ça ne comprend pas l'étang Stater. C'est vraiment le site autour de la rivière au Pin. Il y avait également un aspect protection du lac à la truite. Oui. Mais en raison des enjeux majeurs, puis de la nécessité de mettre en place des actions d'envergure pour la protection de ce lac-là, les citoyens ont jugé bon qu'une nouvelle organisation soit créée, qui est le Comité de protection pour le lac à la truite d'Irlande, qui faisait partie avant de Vert Irlande, mais qui aujourd'hui est un organisme autonome. Qui est encore très actif. Qui est extrêmement, très le lac présent. est encore en danger, j'ai l'impression. Oui, en grand danger, oui. Et puis pour le développement touristique? Développement touristique, eh bien, c'est sûr que le site patrimonial fait partie de cet aspect-là. C'est intimement lié. Mais je pourrais vous parler d'un projet qu'on a fait l'an dernier qui est davantage relié à l'aspect touristique. On a développé des visites guidées sur le site patrimonial Holy Trinity, sur l'histoire du canton d'Irlande. Du 10 juillet au 10 août. C'était pour un mois. On a engagé un étudiant en histoire de l'Université de Sherbrooke, qui est natif de la région, qui a développé toute une visite guidée, donc du matériel extrêmement intéressant. Il s'est très, très bien documenté. Avec de l'audiovisuel? Ou... Non, pas de l'audiovisuel. Il y avait du visuel. Donc, il y avait des photos qui étaient projetées, des cartes qui étaient projetées également, mais c'était une visite guidée un peu classique. Si on veut. Viendront d'autres outils d'animation plus tard, mais pour l'instant, c'est ce qu'on proposait aux visiteurs. Donc, il y a tout l'été, il y avait 15-20 personnes là, presque par jour c'est bon.
qui passaient sur On le relate site. un peu l'histoire de M. Hall, je présume? Oui, effectivement, mais on remonte beaucoup plus loin. Ce qui était intéressant de cet étudiant-là, c'est qu'il s'intéressait beaucoup au contexte social et politique derrière le développement du canton d'Irlande. Mais moi, je parle de celui qui a développé Irlande. Oui, Amos Hall, oui, il en parlait effectivement, mais il allait toujours plus loin. Donc lui, il disait, oui, Amos Hall a été pionnier à Irlande, le premier colon à s'établir sur les terres, mais pourquoi Amos Hall est venu? Lui, il remontait jusqu'à la guerre américaine, et puis les conflits qui ont amené Amos Hall à s'établir par ici. Donc c'était une recherche très, très approfondie là, sur... Pour les amateurs d'histoire, c'est extraordinaire. Oui, c'est des histoires qu'on ne connaît pas, ça. Oui, oui. On pense à la publication d'un ouvrage, là, tellement il a fait un travail historique. Mais vous êtes combien sur le conseil d'administration? Parce que c'est beaucoup d'ouvrages, ça? C'est beaucoup d'ouvrages. On est 6, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je les nomme pour être sûr qu'on est, vous est pouvez 6 ou 7. nommer. Mais, c'est intéressant de connaître ces gens-là qui travaillent fort. Oui, effectivement. Donc, il y a François Descaries qui est président de Vert-Irlande. Okay. Il y a Annie Stewart qui est très impliquée, qui s'occupe de la trésorerie, qui, elle, est porteuse aussi de toute l'histoire plus anglophone à Irlande. Qui est une histoire très importante. Oui, qui a toujours ce souci-là de continuité avec le passé, puis avec les anciens résidents aussi d'Irlande. Donc, Annie, qui est très impliquée. Il y a Gilbert Garcia, qui est ébéniste, qui s'occupe beaucoup du volet artistique, des projets culturels aussi, qui est aussi un l'homme à tout faire, là, Monsieur Bricole, là, pour les décors, qui nous aide pour les décors, pour l'électricité, pour tout ce qui est plus technique. Ouais. Il y a Anne-Marie Fournier, qui est musicienne, qui est ma sœur. Puis il y a vous-même. Il y a moi-même et il y a Maggie aussi, que vous connaissez bien, qui est apicultrice. Maggie Lamotte? Oui, exactement. Ah, mais c'est et intéressant. Catherine Morissette aussi, qui est enseignante en biologie au cégep ici. Au départ... Donc, on est 7. Oui. Au départ, avant que Vert-Irlande soit créée, l'Église Holy Trinity était un peu protégée par Héritage Maple Grove. Mm-hmm. Héritage Maple Grove vous a cédé ses droits ou... Non, pas de façon très officielle, en fait. Héritage Maple Grove était l'association qui a permis de protéger l'Église. Donc, c'est une association de citoyens qui se sont mobilisés au tournant des années 90 pour sauver l'Église, pour les Trinités, qui devait être déménagée. Il y avait beaucoup d'Américains, aussi des gens qui ont immigré aux États-Unis, qui fournissaient des fonds. Oui. Est-ce qu'ils en fournissent encore ou... non, plus pour Vert-Irlande. Non, ça n'a pas suivi, mais ils se sont beaucoup impliqués pour la préservation d'églises parce que ça a impliqué des énormes levées de fonds. C'est des centaines de milliers de dollars qui ont été levés pour refaire les vitraux, pour stabiliser l'église aussi. Oui, c'est vrai. La recabler parce qu'elle est en train de canter un peu sur le côté. Donc, des travaux vraiment structurels majeurs qui ont été faits grâce aux levées de fonds qu'a fait Héritage Maple Grove. Et puis, ils considéraient que leur mission était terminée, finalement. Ils avaient sauvé l'Église, était entre bonnes mains. Maintenant, l'Église appartient au diocèse anglican, mais la municipalité a un bail amphithéotique de 100 ans. Ah, OK. Pour l'entretien. Donc, c'est la municipalité qui gère maintenant l'entretien, la préservation de l'Église. Okay. Donc, eux considéraient que leur mission était accomplie et ils ont fermé l'organisme. Ils ont mis fin à l'organisme. C'est un objet de patrimoine aussi. Oui. On va passer maintenant aux activités culturelles parce que depuis déjà quelques années, il y a des activités culturelles très intéressantes qui se déroulent à l'Église Holy Trinity. Oui. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. Depuis 2008, si je ne me trompe pas, il y a des spectacles qui se passent dans l'Église, qui est un lieu magnifique avec une acoustique assez exceptionnelle dans la région. Il faut s'imaginer une petite église toute en bois,
avec des voûtes très hautes, les vitraux qui amènent une très belle luminosité aussi dans l'église. Donc, on a cru, en fait, moi, je n'étais pas là encore, mais des citoyens ont pensé que ce serait une belle façon de préserver cette église-là, de la mettre en valeur, que de développer une programmation culturelle dans ses murs. Donc, depuis 2008, il y a des spectacles qui se déroulent à l'église, des spectacles de très haut calibre, de haut niveau et assez originaux également. On a reçu à peu près 4 ou 5 artistes par été depuis ces années-là. Là. Depuis 2008? Oui, donc ça fait beaucoup de gens qui sont passés déjà dans l'Église. On peut penser des noms plus connus comme Catherine Major, Joran, Florent Volant qui est venu cette année, Marco Cagliari qui est passé également avec un groupe italien. La fanfare Pourpour. La fanfare Pourpour, qui adore venir jouer à l'église, qui est venue 2 fois déjà. Des groupes très festifs comme la Gypsy Cumbia Orchestra, qui a fait lever complètement le public dans l'église. Des spectacles aussi plus tranquilles, plus jazz. Nous, ce qu'on veut, c'est la découverte musicale. Donc, on ne se cantonne pas à un style en particulier. On veut que les gens découvrent différents styles musicaux. Donc, chaque année, on a un souci quand on sélectionne les artistes. On se dit, on n'a pas eu encore un bon spectacle de jazz brésilien à l'église. Bien, si on a une proposition sur la table, bien, on va choisir si on ne l'a pas eu encore. Donc, on essaie d'aller vraiment... on a eu de la musique du Moyen-Orient, de la musique scandinave, de l'Italie, de la chanson. Donc, on mise sur la diversité, la qualité aussi et le caractère très convivial. Ce qu'on dit aux artistes, c'est que pour les préparer un peu avant de venir à Irlande, on leur dit on n'est pas une salle comme les autres ici, il y a une proximité avec le public. Et on veut que ça se traduise dans votre spectacle, cette proximité-là avec les gens. Par exemple, Catherine Major, quand elle est venue, Catherine Major prend ses vacances à Irlande depuis longtemps. J'ai assisté au spectacle, puis c'est ça. Par exemple, il y avait son conjoint, Jean-François Morin, qui était dans la salle. Pour quelques pièces, elle l'a invité à venir sur scène avec elle. Et ils ont chanté en duo 2-3 pièces. C'était de toute beauté. Mais on n'aurait pas vu ça dans une grande salle. Non. Donc, puis il y a les enfants aussi. Oui, tous nos spectacles sont gratuits pour les enfants les enfants et les adolescents de 16 ans et moins. Ça aussi, ça nous démarque un peu de ce qui se fait ailleurs. Nous, on veut qu'il y ait une transmission culturelle qui se fasse. On veut que les jeunes de la région s'éveillent à la richesse et la beauté de la musique, de la culture, des arts. Donc, la meilleure façon pour que les jeunes soient là, c'est que ce soit gratuit et qu'il y ait aussi une flexibilité dans les spectacles, une convivialité qui permette aux enfants d'être à l'aise dans ce contexte-là. Donc, souvent, on met une grosse couverture au milieu de l'allée, des coussins, puis les enfants s'installent, ils peuvent se lever, courir. Qu'on avertit le public qu'il faut qu'ils soient prêts à voir des enfants bouger pendant le spectacle. Oui, c'est sûr. Mais financièrement, vous ne faites pas vos frais. Est-ce qu'il y a des subventions qui vous sont accordées? Je pense notamment à Catherine Major. Il y avait eu la location d'un piano à queue. Oui. Et puis, on sait que c'est des frais quand même assez élevés. Oui. Puis, la salle ne peut pas recevoir plus d'environ 200 personnes. Oui, maximum. C'est 175 personnes. 175. Oui. Alors, est-ce que vous avez des subventions du ministère de la Culture ou de la municipalité? En fait, pour les spectacles, on est 100% autonome pour le volet spectacle. Donc, il y a des spectacles pour lesquels on n'arrive pas. Il y en a d'autres pour lesquels on arrive. Il y en a pour lesquels on fait des profits. Puis, à date, on est un peu béni par les dieux parce que ça arrive. Il y a des années, c'était déficitaire. Il y a des années où on fait un peu de sous. Vous êtes à zéro. Au fil du compte, au bout des années, le budget s'équilibre à ce niveau-là. Mais on a un soutien de base de la municipalité qui nous permet de payer, par exemple, notre inscription au registre des entreprises, notre site web, des choses comme ça.
Mais sinon, on est tous des bénévoles, on n'a pas d'employés, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire des demandes de subventions. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on mise plus sur la promotion, publicité, pour que l'Église se remplisse et qu'on arrive. Il y a quand même une bonne réponse du public. Oui, oui. Ah oui. Les artistes sont ouverts aussi. Ils savent que c'est une petite place, donc ils sont généreux aussi dans leurs tarifs quand ils viennent à Irlande. Ils sont généreux avec nous. Donc, c'est intéressant. Oui. Vous organisez aussi la fête d'Irlande? Oui. C'est à chaque année, ça? Pour les citoyens ou plus large un peu? Ah, c'est plus large. Oui, c'est plus large. La fête d'Irlande est rendue avec une réputation qui attire des gens de tous les villages autour. C'est une petite fête de village qui se déroule sur une après-midi. Donc, nous, on veut ça short and sweet. On fait ça court, mais intense. Bien, il y a plein de choses pour les enfants aussi, des théâtres de marionnettes. Oui. On fait ça court, mais il se passe plein de choses dans l'après-midi. Donc, les gens arrivent à midi, puis là, il y en a... les enfants courent à gauche, à droite, parce qu'il y a plein d'activités qui se déroulent en même temps sur le site. Chaque année, on a une formule qui se ressemble, qui est repas communautaire. Donc, on fait toujours des saucisses de la boutique chez Mérose, ici à Thetford, avec un banquet communautaire, c'est-à-dire que les gens apportent des plats qu'ils ont préparés et qu'ils partagent avec les autres citoyens. Ce qui permet de vendre le repas aussi moins cher, que ce soit plus abordable. Puis, ça ajoute un aspect, encore une fois, convivial, là, communautaire. Puis, dans l'après-midi, il y a 2 spectacles sur la petite scène extérieure. Beaucoup d'activités pour les enfants. Par exemple, l'an passé, il y avait un théâtre de marionnettes. On avait fait un camp d'été pendant une semaine avec des jeunes de la région qui se sont initiés au théâtre de marionnettes, à l'art de la marionnette, puis ont présenté leur spectacle à la fête d'Irlande devant tous les autres enfants qui étaient présents. C'est fun. Donc ça, c'était un très beau projet. Il y a eu à peu près 80-90 personnes à chaque représentation dans l'après-midi. C'était bondé d'enfants, évidemment. Ça a été un très beau succès. Des enfants qui viennent de Saint-Ferdinand? Oui, c'est beaucoup Saint-Ferdinand et Irlande, qui étaient au camp de marionnettes, mais on avait invité plus largement aussi. Mais, les animateurs, c'est subventionné par le programme Emploi Canada? Non. Pour ce camp-là, c'était le Fonds culturel de la MRC des Appalaches. Ah, OK. Oui, qu'on aime beaucoup. C'est des événements, par contre, ça ne peut pas être récurrent. Nous permet... Non, c'est ça. Donc, ça met sa force à la créativité. Ben oui. Et puis, chaque année, on développe des nouveaux projets qui sont soutenus. Donc, on est très heureux de l'existence de ce fonds-là. Mais pour revenir à la fête d'Irlande, on a aussi des... On veut rejoindre les adolescents aussi. Ouais, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'activités pour eux. C'est souvent le groupe d'âge oublié. Donc, l'an passé, on avait un champion de BMX, Flatland, qui était là pour faire un spectacle assez impressionnant là, de BMX pour les jeunes et les adultes aussi qui ont adoré l'expérience. On a du maquillage, des jeux gonflables, une piñata qui est toujours très attendue par les plus jeunes. On a toujours une conférence historique aussi qui fait du bien aux gens pendant l'après-midi. Ils rentrent dans l'église et puis... c'est intéressant. Donc, c'est très varié, très diversifié pour tous les âges et tous les goûts. Si on revient au programme culturel, est-ce qu'on peut faire des avancées pour l'an prochain? Pour l'an prochain, non. En fait, notre programmation musicale, on la ficelle toujours au début de l'hiver. Okay. Donc, on n'a pas de nom. Tout se fait toujours de façon très... on le fait en équipe, vraiment. Donc, ça va aller un peu plus tard. Là, présentement, on recueille les propositions. La salle est rendue connue, puis c'est rendu qu'il y a des artistes qui nous écrivent pour savoir s'ils pourraient venir jouer à Irlande. Donc, on prend ça, on écoute de la musique, on fouille partout, puis après, c'est difficile parce qu'il faut choisir toujours juste 4 groupes. Et voilà. Et c'est très déchirant à chaque année. Il nous reste peu de temps. Alors, est-ce que vous auriez des éléments à nous proposer pour faire connaître davantage Verte Irlande? Oui, bien, on a un site web fraîchement refait, qui est encore en construction, mais sur lequel il
Il y a déjà pas mal d'informations. Donc, les personnes qui souhaitent suivre nos activités peuvent aller sur ce site web qui est www.vertirlande, tout d'un bout, .ca. On a aussi une page Facebook sur laquelle on annonce nos événements, on met des photos, on annonce différentes choses qui se passent dans la municipalité. Donc, c'est pas mal les deux portails les plus importants là, pour suivre nos activités. Sinon, on essaie toujours de diffuser dans les journaux locaux aussi. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça a été super intéressant, puis les gens vont pouvoir, avec cette entrevue-là, aller sur les sites, regarder ce que Vertirlande fait. Et je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment intéressant. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.